Bonjour José, Bonjour Rémi. je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Et tu es là pour qu'on puisse parler de ton livre Ouais. Science, religion et identité culturelle, quel enjeu pour l'éducation. Tu es aussi directeur du master de sciences de l'éducation à l'ULB. Oui, disons, je suis professeur de sciences de l'éducation, oui, tout à fait. À l'ULB, ouais. Oui. Et du coup, je me permets de te poser la première question. La Terre a-t-elle été créée il y a 6000 ans? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça et est-ce que tu peux développer? Ah bon. Oui, donc ça c'est le type de réflexion que pourrait faire un élève que l'on qualifierait de créationniste, même sous sa forme, je dirais, la plus radicale. Donc ceux qui pensent que la Terre est jeune, donc notamment ceux qui suivent littéralement le texte de la Genèse, qui pensent que la Terre a été créée en 6 jours et donc et que la Terre dans son ensemble est jeune, et donc qui eux tentent à nier à la fois le fait évolutif, ils sont fixistes, ils pensent que les espèces ont été créées en une fois sous la forme que nous leur connaissons aujourd'hui. Alors, il y a d'autres variantes, hein. Ce ne sont pas les seuls créationnistes. On appelle d'abord créationnistes les personnes qui tendent à refuser la théorie de l'évolution. Il y en a d'autres qui acceptent le fait évolutif, acceptent aussi l'idée que la Terre a une existence longue, mais par contre refusent les mécanismes explicatifs que propose la théorie de l'évolution, notamment la notion de hasard, qu'ils ne reconnaissent pas du tout. Est-ce que tu veux dire que donc entre théorie de l'évolution et créationnisme, le créationnisme un peu le fantasme qu'on peut avoir dans nos médias, etc., il y a toute une série de catégories entre les deux? Oui, c'est ça. Il y a différents degrés de créationnisme, et différents degrés donc de rejet de la théorie de l'évolution. Il y a ceux qui rejettent tout, à la fois, donc, comme je disais, le fait évolutif, le fait que les êtres vivants aient évolué. Il y en a qui acceptent l'idée qu'il y ait une évolution, mais qui n'acceptent pas les mécanismes explicatifs que propose la théorie de l'évolution. Et par exemple, dans cette deuxième catégorie, donc ceux qui acceptent que la Terre a une existence très longue, qui acceptent qu'il y ait une évolution, et souvent on retrouve des concordistes. Donc plutôt que d'interpréter littéralement le récit de la Genèse, les 6 jours, ils vont dire « Ah mais vous savez, un jour ça peut vouloir dire 1000 ans, ou même ça peut vouloir dire 1 milliard d'années, ainsi de suite. » Et donc au XIXe siècle, il y a eu comme ça quelques tentatives naïvement concordistes visant à associer les jours du récit de la Genèse aux ères que la paléontologie mettait en évidence, ainsi de suite. Mais je dirais que ce qui caractérise ces deux premières variantes, c'est que leur référent principal, ce sont les écritures sacrées. C'est au nom des écritures sacrées qu'ils acceptent ou pas en tout partie la théorie de l'évolution. Et puis, Est-ce qu'on peut dire du coup que concordiste, en tout cas, c'est une manière d'essayer de faire se répondre ou être homogène entre le récit religieux et le récit scientifique? Oui, voilà, comme le nom l'indique, c'est vouloir effectivement concilier, concorder, mais avec le problème qu'ils ne reconnaissent pas la différence de nature entre les deux types de discours, sciences et croyances religieuses, et donc ça conduit un peu à des amalgames un peu hybrides, Avant de parler des différents types de discours, est-ce que tu pourrais rappeler en quelques mots la théorie de l'évolution? Qu'est-ce que c'est? Elle a émergé de où? Oui, tout à fait. Mais la théorie de l'évolution, en fait, au départ, la plupart des personnes étaient fixistes, de même que les récits comme celui de la Genèse. Et donc, par exemple, Cuvier était fixiste, pensait que voilà les vestiges que l'on trouvait. Oui, certes, il y avait bien des vestiges, mais il pensait qu'il y avait pu y avoir différentes catastrophes et que chaque fois c'est une création nouvelle qui survenait, que ça pouvait expliquer qu'il y ait une variété d'espèces différentes, sans pour autant admettre qu'il y ait une évolution et un lien de parenté entre elles. Fixiste, c'est vraiment le fait que ça ne bouge pas. Voilà, c'est ça. Les espèces sont créées une fois pour toutes, et c'est sous la forme qu'on leur connaît. Alors, la théorie de l'évolution a commencé avec l'idée que les espèces
se transformait au cours du temps. Et alors un des auteurs tout à fait majeurs, c'était dans un premier temps Lamarck. Lui pensait que c'était la pression de l'environnement qui faisait que les espèces évoluent. Pour donner l'exemple caricatural que l'on invoque chaque fois, c'est la fameuse girafe, voilà, qui, à force de vouloir atteindre des feuilles haut placées, son cou s'allonge, et la fameuse formule, la fonction crée l'organe, ainsi de suite, mais qui s'est avérée fausse par après. Mais bon, voilà, donc c'était déjà une première tentative pour expliquer l'évolution des espèces. Et puis Darwin est arrivé en proposant un autre mécanisme explicatif de l'évolution, en disant en fait ce n'est pas la pression de l'environnement qui explique l'évolution. Au départ, ce sont des mutations aléatoires qui surviennent chez des individus, et puis il se fait que certaines de ces mutations dans un environnement donné peuvent être soit favorables, c'est-à-dire que l'individu va avoir un plus grand succès reproducteur, va pouvoir mieux transmettre ses caractères à sa descendance, et donc ces caractères sur un temps très long vont avoir tendance à se généraliser. Et si à l'inverse la mutation est défavorable, ce sera le processus contraire, il va tendre à disparaître. Et puis il peut y avoir bien sûr aussi des mutations qui sont tout à fait neutres par rapport à leur impact, par rapport à l'environnement. Et donc il y a deux mécanismes de base, c'est les mutations aléatoires, puis la sélection naturelle, qui retient certains et pas d'autres. Et alors après, il y a eu d'autres apports, bien sûr, d'autres disciplines. Par exemple, la biologie moléculaire était tout à fait inconnue du temps de Darwin, mais après, la génétique a mis plus en évidence les mécanismes sous-jacents, notamment aux mutations. Il y a eu aussi la systématique, la classification du vivant et différentes disciplines qui ont permis globalement de conforter, de compléter ce modèle. Cette théorie. Voilà, c'est exactement. On en vient peut-être à préciser justement la différence alors qu'on peut faire entre certains textes sacrés et la théorie de Darwin. J'avais lu un article pendant mes cours pour devenir enseignant que certaines personnes aux États-Unis voulaient voir durant le cours de sciences la théorie de l'évolution et la théorie créationniste être proposées comme deux hypothèses équivalentes et que c'était politiquement neutre et scientifique, vu que ce sont deux hypothèses qui se valent. Oui, mais en fait, pas du tout, puisque une est de nature scientifique, l'autre est de nature religieuse. Donc, je suppose qu'on aura l'occasion de revenir sur les critères de démarcation entre science et croyances religieuses. Mais disons qu'effectivement, aux États-Unis, d'abord, il faut expliquer un peu le contexte. Donc, aux États-Unis, au nom du premier amendement à la Constitution américaine, donc c'est un principe de laïcité, donc la clause du double empêchement, l'État ne peut privilégier, favoriser une religion, il ne peut en interdire aucune non plus. Et donc, au nom de ce principe-là, les religions ne s'enseignent pas dans l'enseignement public. Et donc, les créationnistes, pour vouloir faire passer leur conception près des élèves, devaient trouver l'astuce de dire « Ah mais nous, non, ce ne sont pas des conceptions religieuses, ce sont des conceptions scientifiques. » Et donc parler de créationnisme scientifique, quand bien même elles avaient surtout un fondement religieux. Et donc il y a eu de nombreux procès pour débouter quelque part les créationnistes de leur prétention à vouloir faire passer le créationnisme comme une science, quoi. Par rapport à ça, et avant, effectivement, plus tard, d'arriver dans les différences de registres religieux et de registres scientifiques, j'avais deux exemples que je trouvais, de mon point de vue en tout cas, drôles et étonnants. C'est à la fois un atlas du créationnisme sur lequel j'étais tombé chez Pêle-Mêle il y a quelques années. Je crois qu'il avait été produit par un riche milliardaire, je pense, du Moyen-Orient. Sans doute. Voilà, c'est ça. Oui. Un très très gros livre créationniste que j'ai voulu essayer de retrouver d'ailleurs pour... Mais je l'ai dans mon bureau à l'occasion, je peux te le passer. Avec plaisir. Parce que ça m'aurait presque plu aussi d'avoir si j'avais su, je serais plus des méthodes ou des méthodes dites scientifiques en tout cas, et de voir comment on peut les déconstruire. En tout cas, ça c'est quelque chose qui me faisait penser évidemment à ton livre. Et puis une seconde chose,
Mes grands-parents, il y a quelques années, très gentils et sachant que j'étais, entre autres, prof d'histoire, m'avaient offert une sorte de frise chronologique et que j'ai retrouvé en fait en janvier au British Museum en le visitant durant les vacances d'hiver. Et en fait, à y regarder de plus près et en étant quand même plus ou moins bien formé comme prof d'histoire, on voit assez vite en fait que c'est une ligne du temps créationniste. Avoir trouvé ça au British Museum, ça m'a étonné. Est-ce que tu as une brève réponse par rapport à ça Mais en fait, il y a deux volets différents dans la question. Donc, ouais. Pour commencer par Arunaya, donc en fait, c'est un atlas qui a été diffusé dans plusieurs pays européens, donc dans les universités, mais aussi par exemple, pour prendre le cas de la Belgique, il était aussi distribué auprès des parlementaires, enfin, ils ont vraiment voulu faire un lobbying très, très important pour diffuser au maximum leurs idées. Et alors, pour l'anecdote, l'exemplaire que j'ai, en fait, c'est un de mes étudiants qui est instituteur au départ. Il a simplement écrit une lettre en disant je suis intéressé et on lui a envoyé gratuitement. Alors que l'atlas, mais il est extrêmement volumineux, il est énorme, très lourd, une présentation extrêmement luxueuse, du papier glacé, et donc on se demande d'où viennent les fonds. Bien sûr, Arunaya a pas mal de fonds personnels, a été soutenu aussi par d'autres personnes dans son pays, mais ça n'a jamais été vraiment démontré, en tout cas à ma connaissance, mais on subodore qu'il y a dû aussi y avoir des fonds américains, qu'il y a dû y avoir aussi d'autres sources de financement, parce qu'on se demande comment est-ce possible d'avoir pu lancer une telle campagne d'information, quoi. Alors peut-être encore 2 mots par rapport à cet atlas de la création. En fait, il y a 2 soucis. D'une part, ce qui dit par rapport à la théorie d'évolution, mais évidemment tout à fait faux, quoi. Je veux dire, le principe est assez simple. Il prend par exemple la photo d'un organisme actuel, que ce soit une plante ou un petit animal, et puis il montre un vestige qui existait il y a X centaines de milliers ou millions d'années. Il essaye de mettre les deux en parallèle et de dire que ça n'a pas changé, donc il n'y a pas eu de théorie de l'évolution. Ouais. Alors évidemment, c'est très naïf, parce que d'abord, il n'est pas sûr que les spécimens qui mettent en correspondance sont tout à fait correspondent vraiment à la même espèce, voilà. Mais alors aussi, si la théorie de l'évolution prévoit par exemple quand telle variante et telle autre, voilà, la différence est faite il y a 50 millions d'années, je dis un chiffre un peu au hasard, et que le spécimen qui monte date d'il y a 30 millions d'années, alors forcément qu'il n'y a pas de différence, puisque voilà, c'est pas du tout le choix du moment où il y a eu une différenciation qui s'est produite. Donc je dirais, voilà, donc du point de vue scientifique, c'est faux. Et puis alors, aussi plus dangereux, c'est ça qui a motivé sans doute encore plus le Conseil de l'Europe à réagir, et toute une série d'autorités éducatives, notamment chez nous aussi le ministère, et puis les inspecteurs ont fait paraître une circulaire, c'est qu'ils présentent la théorie de l'évolution comme étant vraiment la cause de tous les maux, quoi. Donc aussi bien à l'origine du nazisme que du stalinisme, ainsi de suite. Alors, c'est vrai qu'il y a un tout petit élément qui prête effectivement à confusion, c'est ce que l'on appelle les dérives sociales du darwinisme. Donc ça, c'est évidemment étranger à la pensée de Darwin lui-même, mais certaines personnes ont voulu faire des extrapolations que Darwin n'avait jamais faites lui-même, notamment de la société humaine, dont d'abord ça a commencé, la traductrice même de l'œuvre de Darwin en langue française, s'est cru obligé de présenter la personne, mais en plus a émis toute une série de considérations que Darwin n'avait jamais formulées, étant des implications possibles de sa théorie sur le plan sociétal. Un certain Spencer a aussi introduit l'idée de la loi du plus fort, ainsi de suite, chose que Darwin n'avait jamais dite non plus. Et donc, voilà, ce qui est très grave, c'est que ces dérives du darwinisme social ont pu conduire à de l'eugénisme, ainsi de suite, notamment sous le Troisième Reich. Pour rebondir là-dessus, et aussi expliquer que, oui, que le darwinisme social du coup a été un argument en anthropologie, je pense, pour la hiérarchisation des races, etc. De dire que la race de l'homme blanc
supérieurs et que donc les autres le sont moins et que donc de pouvoir s'expanser et d'avoir des politiques d'empire, ça se justifie tout à fait. Donc je comprends évidemment la sensibilité des gens qui se trouvent tétanisés, effrayés, effarés par rapport à ça. Mais du coup, comment... parce qu'il y a quand même bien eu des violences qui ont été issues de cette idéologie de darwinisme social. Comment arriver à redétricoter justement, mais tu commençais à y répondre un petit peu, vraiment le darwinisme biologique, j'ai envie de dire, et la théorie de Darwin, ce qu'il en a dit, et comment faire en sorte qu'aujourd'hui ça ne puisse pas être encore réutilisé, parce que l'argument idéologique en tout cas il pourrait être réutilisé aujourd'hui. Comment faire cette séparation claire? Mais je pense que Darwin a travaillé sur l'évolution des êtres vivants sans faire des projections sur le fonctionnement de la société et le fait qu'il était normal que les plus forts dominent, ou ainsi de suite, comme des économistes ont voulu après faire passer l'idée. Donc ça c'est une première distinction. Mais c'est vrai que par exemple pour des personnalités du monde arabe qui ont été colonisées par les Britanniques, la théorie de l'évolution a été perçue juste comme un prétexte pour justifier la colonisation. Donc on peut comprendre de leur point de vue les malentendus. Mais donc peut-être pour revenir, disons, les mécanismes explicatifs de l'évolution, j'en ai parlé il y a quelques mots. Ouais. Puis les créationnistes, ceux qui s'opposent, j'avais déjà évoqué 2 variantes. Ouais. Alors il y a une 3e variante qui est l'intelligent design. Donc eux, ils ne font pas directement référence aux écritures sacrées, ils disent non, nous pas du tout, on ne se base pas sur le texte des écritures sacrées, nous on adopte une démarche scientifique, et c'est au terme de la démarche scientifique que l'on arrive à la conclusion que l'évolution ne peut s'expliquer que par un projet intelligent, ainsi de suite. Donc je dirais que c'est la forme quelque part de créationnisme la plus dangereuse, parce que la plus insidieuse. Ils se donnent les apparences d'une démarche scientifique, alors qu'au départ, tout est téléguidé par un certain résultat auquel ils veulent parvenir. C'est parfait parce que ça rebondit justement sur la 3e question que j'avais prévue. Pourquoi ne peut-on pas faire l'hypothèse de Dieu, selon toi? Oui, mais je dirais en fait il y a 2 raisons. La première, c'est que l'hypothèse de Dieu n'est pas nécessaire. Si on est amené à faire l'hypothèse de Dieu, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir expliqué les choses autrement. Et alors on risque d'utiliser Dieu comme un bouche-trou. C'est ce que dénonçait déjà Spinoza au XVIIe siècle. Il disait théorie du Dieu bouche-trou. On cache toutes nos ignorances en disant c'est la volonté de Dieu, Dieu l'a voulu, ainsi de suite. Et du coup on ne cherche plus. Donc je dirais quelque part, dire c'est Dieu qui l'a voulu, c'est dire voilà, on est incapable de l'expliquer autrement et on se satisfait de cette explication-là et donc on ne va pas plus loin. Donc ça c'est le premier danger. Donc par exemple, si on reprend la théorie de l'évolution, normalement l'évolution de la biodiversité peut s'expliquer par des mécanismes strictement biologiques. On n'a pas besoin de faire intervenir un deus ex machina, dire à un moment donné, ça je ne peux pas l'expliquer, donc je dis que c'est Dieu qui intervient à cet endroit-là. C'est faire aveu que la théorie est incomplète, est insuffisante. Est-ce que faire l'hypothèse de Dieu, le fait qu'il existe ou pas, mais juste ça, est-ce que même ça, est-ce que ça rentre ou pas dans le champ de la méthode scientifique? Alors peut-être pour expliquer pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas partie du champ de la science, et donc la science ne peut ni confirmer l'existence ni confirmer l'inexistence de Dieu, peut-être rappeler quelques grands critères de démarcation. Donc je dirais le premier critère, mais c'est justement, comme je le disais déjà il y a quelques instants, c'est la volonté d'expliquer les phénomènes naturels par d'autres phénomènes naturels. Donc, et ça déjà, dans l'Antiquité, certains ont eu ce souci. Donc, même si aujourd'hui ça nous paraît farfelu, mais vouloir expliquer par exemple des maladies par la théorie des humeurs, mais c'était déjà dire les maladies chez l'être humain peuvent s'expliquer par des phénomènes naturels sans qu'on doive faire intervenir des puissances surnaturelles qui seraient à l'origine de ce phénomène. Donc je dirais ça c'est un premier grand principe de démarcation. Et
ce principe, parce que finalement, les autres qui suivent sont un peu complètent ou reformulent ce premier principe. Par exemple, Guillaume d'Occam, qui est un moine au XIVe siècle, a introduit le principe de parcimonie en disant, bon ben voilà, il y a des vérités de foi et des vérités de raison, et dans les vérités de raison, on ne doit pas multiplier les entités plus que nécessaire, et donc il s'opposait en fait à la théorie de Platon qui distinguait un monde réel et puis un monde des idées. Et on ne doit pas chercher à expliquer le monde réel par un prétendu monde des idées. Et pour le formuler d'une manière un peu plus anecdotique et amusante, ça rejoint un peu dans une pièce, Le malade imaginaire chez Molière, quoi. Donc on demande à un médecin, tiens, pourquoi l'opium fait-il dormir? En fait, le médecin n'en sait rien, aucune explication valable à proposer, mais d'un ton très docte et péremptoire, il répond, eh bien, l'opium fait dormir parce que l'opium possède une vertu dormitive. Mais bon, dire qu'il existe des vertus, c'est vraiment, voilà. Aussi faire appel à des registres extérieurs. Exactement, tout à fait, voilà. Donc c'est multiplier des entités plus qu'il ne le faut pour expliquer un phénomène. Et donc voilà, pour faire bref, donc ce principe de parcimonie de Guillaume d'Occam a été traduit par la suite comme un principe de cohérence et d'économie dans la démarche scientifique. Donc par exemple, si une personne se plaint de 3 symptômes et elle va consulter son médecin, s'il existe une maladie qui se caractérise par ces 3 symptômes, ce sera sans doute la première hypothèse que le médecin va formuler plutôt que d'envisager d'autres hypothèses concurrentes qui seraient par exemple que le patient est simultanément atteint de 3 maladies différentes. Quoi. Okay, ouais. Peut-être que son hypothèse, après, ça va s'avérer fausse. Mais je dirais que dans la logique de la recherche, il est plus logique de commencer par des hypothèses parcimonieuses et puis, si vraiment il le faut, à aller vers des hypothèses un peu plus hardies. Donc ça, je dirais, c'est un principe qui démarque aussi fortement la démarche scientifique de la démarche religieuse, puisque dans la croyance religieuse, les croyances religieuses ne sont pas du tout tenues à un principe de parcimonie, alors que la démarche scientifique, bien. Donc ça, bon, je refais un petit topo historique, donc là nous sommes au XIVe siècle, et puis après un autre critère distinctif très important, je pense, est celui formulé par Descartes au XVIIe siècle, la distinction entre cause efficiente et cause ultime. Alors pour comprendre un peu le contexte, parce que le mot science a beaucoup évolué au cours du temps, donc quand on parle de la science d'Aristote ou la science médiévale, c'est pas la même chose que la science moderne, quoi. Donc quand on arrive à Descartes, là, on est déjà dans la science moderne, donc on appelle science moderne la science qui acquiert les caractéristiques comme la mathématisation, la démarche expérimentale, la sécularisation, et donc ces caractéristiques-là correspondent globalement au XVIIe siècle. Quand tu dis cause ultime, ça veut dire comment tu définirais cause ultime et cause efficiente. Mais cause ultime, par exemple, c'est dire pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Est-ce que la science a la réponse à cette question-là? Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Mais non, ça, la science ne peut pas répondre à cette question-là. Elle renvoie aux causes ultimes. Par contre, à partir du moment où il existe quelque chose, là, la science peut chercher à expliquer comment fonctionne cette chose, quelles sont ses propriétés, caractéristiques, processus de fonctionnement, ainsi de suite. Mais donc, pour Descartes, la science doit limiter ses ambitions à la recherche des causes efficientes et pas à la recherche des causes ultimes qui dans son cas renvoient à Dieu. Et causes efficientes, pour le reformuler différemment, est-ce que ça peut vouloir dire aussi des causes qui ont un impact ou qui ont un voilà, c'est ça, cause à effet ou voilà, exactement, cause explicative, peuvent expliquer un phénomène par des processus naturels, voilà, mais sans vouloir remonter à un prétendu point de départ qui serait Dieu dans son cas, puisque Descartes est croyant, Voilà. Donc ça, je dirais, c'est vraiment un principe très important. Et puis alors, si on continue dans le temps, au XVIIIe siècle, on a eu Kant avec la fameuse distinction savoir, croyance et opinion. Donc ça aussi, c'est très important parce que il met bien l'accent sur le fait que les savoirs, ça doit être
ça doit pouvoir être prouvé, démontré que les savoirs sont indépendants du statut de la personne qui les énonce, les savoirs sont indépendants de l'argument d'autorité, alors que la croyance, ça peut être accorder sa confiance, une tradition à une personne, à une autorité, à une intime conviction pour toute une série de raisons. Donc il y a une distinction très nette à faire entre ce qui relève des savoirs et ce qui relève des croyances. Et donc, voilà, donc, schématiquement, là, on est au XVIIIe siècle. Puis après, on peut... Karl Popper. Oui, voilà, Karl Popper, effectivement. Donc, lui, c'est sans doute le nom principal que l'on retient pour le XXe siècle. Il a proposé le critère de réfutabilité. Alors, peut-être 2-3 mots. Donc, d'abord, le critère de réfutabilité s'oppose à la vérifiabilité. Alors, pour faire simple, si on fait un petit sondage d'opinion dans la rue et qu'on demande aux personnes de dire, bon, ben voilà, quelles sont quelques caractéristiques de la démarche scientifique, probablement qu'on va dire, ah ben oui, ça doit pouvoir être vérifié, ça doit être prouvé. Et donc, on comprend bien l'intention, mais quelque part, c'est pas tout à fait juste, parce qu'une théorie, en tant soit peu complexe, ne pourra jamais être totalement vérifiée. Et pour reprendre l'exemple qui figure dans tous les livres d'épistémologie, qui n'est même pas une théorie, qui est simplement un petit énoncé, si on dit que tous les signes sont blancs, mais c'est impossible à vérifier, parce qu'il faudrait pouvoir observer tous les signes depuis l'apparition de l'espèce jusqu'à son extinction, ce qui est impossible. Par contre, il suffit qu'on trouve un signe qui n'est pas blanc pour réfuter l'énoncé. Donc Popper dit, bon ben voilà, la caractéristique d'une théorie scientifique, c'est qu'elle doit être potentiellement réfutable. On doit pouvoir anticiper les événements, les observations qui, si elles survenaient, seraient de nature à déconstruire. Voilà. Ouais. Alors évidemment, ça a été parfois très critiqué, parce que dans certains domaines, c'est très difficile. Il y a parfois des domaines dont je ne suis pas du tout spécialiste, évidemment, mais dans la physique quantique, ainsi de suite, qui sont assez spéculatifs et pour lesquels on ne peut pas véritablement, semble-t-il, anticiper des éléments tout à fait clairs et précis. De réfutation. Pour des énoncés probabilistes, c'est aussi plus difficile, ainsi de suite. Mais on peut aussi prendre le principe de réfutabilité dans un sens, je dirais, un peu plus faible, et pas dans le sens très étroit, peut-être, qui était la formulation initiale de Popper, plutôt le concevoir comme une forme d'engagement moral, de dire, quelles que soient les difficultés méthodologiques, tout énoncé qui prétend être scientifique doit accepter de prendre le risque de la réfutation. Ce qui n'est pas le cas d'un énoncé de type religieux, qui par nature, il ne prétend pas prendre le risque de la réfutation. Donc si on prend tous ces critères-là, on se rend compte que la démarche scientifique porte d'abord sur des savoirs, avec le souci de la preuve, de la démonstration. Ils échappent à l'argument d'autorité, ils sont indépendants du statut de la personne qui les énonce. Ils suivent une méthode qui consiste à privilégier ce qui est une logique parcimonieuse. Elle limite ses ambitions, la science, à la recherche des causes efficientes. Elle tend à se donner les moyens d'être testable, réfutable, ainsi de suite. Autrement dit, la science limite ses ambitions. Et donc il y a toute une série de questions très intéressantes que les êtres humains se posent et auxquelles la science ne peut pas répondre compte tenu des contraintes, des limites qu'elle s'impose. Mais à l'inverse, les contraintes, les limites qu'elle s'impose font aussi sa force dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Et elle peut apporter des preuves, des démonstrations de toute une série de phénomènes. Les croyances religieuses ne sont pas tenues à la parcimonie, elles portent sur des causes efficientes. Il s'agit de croyances qui ne cherchent pas à être prouvées, démontrées, qui peuvent être une adhésion. Sur des causes ultimes. Voilà, pardon. Ah oui, j'ai dit l'inverse peut-être. Ah oui, désolé. Oui. Des causes efficientes. Donc les croyances religieuses. Voilà, merci, je vois que tu suis très attentivement. Merci. Donc elles portent effectivement sur les causes ultimes, ne sont pas tenues à la réfutabilité, ainsi de suite. On dit aussi que les savoirs scientifiques portent sur des questions de fait. Les croyances religieuses portent plutôt sur des questions de sens ou de valeur. Oui. Non, bien sûr, les religions ne sont pas les seules à s'intéresser aux questions de sens et de valeur. Je pensais à autre chose aussi pendant que tu faisais un peu un cheminement historique et de comment petit à petit on a pu distinguer le registre scientifique du registre confessionnel ou religieux.
Mais au fond, on a fait un cheminement assez, me semble-t-il, occidentalocentré. Est-ce qu'il y a des exemples de scientifiques, je ne sais pas, notamment je pense aux sciences musulmanes durant l'âge d'or des découvertes dans le monde musulman, mais est-ce qu'il y a, soit là, soit ailleurs, des gens qui avaient déjà réfléchi en dehors du monde occidental à ces distinctions? Vaste question, donc je ne pourrais pas répondre d'une manière tout à fait certaine. Je ne prétends évidemment pas connaître toute l'histoire, bien loin de là, du monde musulman. Donc, mais peut-être une ou deux références. Oui, voilà, c'est ça. Avant de passer mais à la ce que je peux dire, peut-être, des choses très basiques par rapport au monde musulman, et là je vais me baser en particulier sur un ouvrage de Fawzia Charfi. Madame Charfi donc est une ancienne doyenne de la faculté des sciences de l'université de Tunis, donc elle a un peu étudié l'évolution de la pensée scientifique dans le monde musulman et puis plus particulièrement dans son propre pays. Oui, peut-être une petite précision terminologique sur ce que l'on entend par science arabe. En fait, la science arabe, c'est la science écrite en langue arabe. Donc, indépendamment de l'ethnie des individus, donc il y a par exemple eu des savants persans qui par définition ne sont pas arabes, ou indépendamment aussi de la religion. Il y a eu des savants juifs ou chrétiens qui ont contribué à la science arabe, mais la science arabe donc, est celle qui s'écrit en langue arabe, même, et la majorité c'était des musulmans, mais pas uniquement. Alors cette science était florissante à une certaine époque, et puis selon Madame Charfi, alors voilà, il y a beaucoup d'hypothèses pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'à un moment donné il y a eu ce déclin. Alors il y a eu bien sûr un affaiblissement un peu du monde musulman lors notamment du choc avec la Mongolie, des facteurs géopolitiques, ainsi de suite. Mais l'argument principal qu'elle retient, c'est la prise de Bagdad en 1050 par les Turcs séleucides et qui a marqué un changement assez radical. Donc les maisons dites de la sagesse ou de la connaissance, où se développait donc le savoir dont on vient de parler, qui était plutôt une recherche qui se voulait un peu de type fondamental, mais a progressivement pris fin. Ça a été remplacé par des madrasas qui s'intéressaient beaucoup plus à l'aspect juridique et beaucoup plus à l'étude des textes de l'islam, ainsi de suite. Et la science est plutôt devenue alors une science appliquée. L'astronome, plutôt que de chercher à comprendre l'univers, va simplement l'attacher à la mosquée, on va lui demander de pouvoir prédire, de pouvoir dire quand les fêtes sacrées, le ramadan commence, ainsi de suite. Donc la science n'a pas disparu totalement, mais elle a changé complètement de statut. Voilà, c'est ça. C'est plus devenu une sorte de science appliquée et qui devait être au service des écritures. Voilà. Et donc ce que Madame Charfi notamment regrette amèrement, c'est qu'au XIXe siècle, il y a eu un mouvement intellectuel très intéressant qu'on appelle parfois la Renaissance sur le plan de la pensée musulmane, mais malheureusement ces auteurs ont gardé cette forme de concordisme, n'ont pas voulu quelque part dissocier clairement science et croyances religieuses, et donc le titre de son dernier livre c'est « Pour en finir avec les compromis », et ce qu'elle plaide, ce pourquoi elle plaide, c'est vraiment pour une conception sécularisée de la science, où on distingue bien les savoirs scientifiques des croyances religieuses. Et j'ai souvent eu l'impression que les gens en Belgique non religieux, etc., pouvaient opposer la religion à un positionnement athée, donc des gens qui considèrent que Dieu n'existe pas, et que leur positionnement était plus scientifique que les autres, avec peut-être la méthode la plus à la fois simple et en même temps peut-être bête ou naïve, de dire Dieu on ne le voit pas donc il n'existe pas, donc nous on a une sorte de méthode scientifique pour dire que Dieu n'existe pas. Mais je vois que dans ton livre c'est très clair que ce soit pour le christianisme, l'islam ou l'athéisme, ces trois registres-là sont des registres de croyances et sont du même ordre, quoi. Oui, mais disons pour peut-être à nouveau contextualiser les choses, effectivement le point de vue que tu exprimes des athées convaincus que l'athéisme
l'athéisme est scientifique et donc est convaincu que serait rationnel et que toutes les religions seraient rationnelles. Je dirais que c'est un point de vue effectivement qui était très présent au XIXe siècle. C'est aussi un peu ce que l'on appelle une conception de type scientiste, considérer que la science est un discours totalisant qui a réponse à tout et donc qui peut se substituer, remplacer les philosophies, les religions, ainsi de suite. Maintenant, une fois qu'on entre dans des cas plus particuliers, il faut bien sûr nuancer, contextualiser. Si je prends par exemple un des fondateurs principaux de l'ULB, Pierre Theodor Verhagen, mais lui il était catholique, mais tout en étant catholique, il était libre penseur, libre exaministe, et il était anticlérical. Donc il ne faut pas confondre. Certains catholiques au XIXe siècle étaient croyants, mais étaient néanmoins anticlérical, parce que justement, libre penseur, ainsi de contre suite. l'institution. Voilà, exactement. Donc, il y a beaucoup de nuances que l'on pourrait faire. Mais en tout cas, pour en revenir à la question de base, je dirais, et je suis assez d'accord avec Comte Sponville, il dit, en fait, nous sommes tous les êtres humains, si on prend la définition au sens strict, agnostiques, dans le sens où personne ne sait réellement si Dieu existe ou pas. Mais certains croient qu'il existe, ce sont des personnes que l'on qualifie de religieuses, et d'autres croient qu'il n'existe pas, ce sont des personnes que l'on qualifie d'athées. Maintenant, à l'intérieur des deux groupes, il y a beaucoup de variantes selon les formes et degrés de croyance, de même que chez les athées ou les agnostiques, les formes ou degrés de non-croyance. Mais disons, l'idée importante, c'est de dire la question, la distinction religieux-croyance, religieux ou athée, c'est une question de croyance, c'est croire ou ne pas croire en Dieu, c'est pas une question de savoir. Oui. En fait, parmi les êtres humains, personne ne sait. Mais certains croient que oui et certains croient que non. Tu proposes de faire un plaidoyer sur l'épistémologie. Déjà, qu'est-ce que c'est l'épistémologie et comment ça s'articule dans ton livre dans tes écrits. Mais donc, en quelques mots, l'idée c'est de dire que, en plus des contenus scientifiques spécifiques, il est important de montrer aux élèves comment la science fonctionne, comment les scientifiques fonctionnent, et de montrer aussi quelle a été l'évolution des idées, et notamment, comme on l'a abordé dans le cas de la religion, les critères distinctifs entre sciences et croyances religieuses, mais on peut aussi distinguer d'autres types de discours. Donc, quelque part, l'épistémologie, c'est plutôt une réflexion plus globale sur à la fois les fondements de la démarche scientifique et puis les conditions et limites de validité. Donc c'est plutôt un discours un peu méta sur ce que l'on fait dans la démarche scientifique. Et donc ça me paraît important parce que d'une part, je dirais le but du cours de science n'est pas simplement à caractère instrumental, donner simplement des connaissances ou des outils de pensée qui seraient utiles pour la vie en société ou d'un point de vue plus technique, ainsi de suite. C'est aussi comment de considérer que la science c'est une forme de culture, qui a ses règles propres et qui a donc son intérêt, sa valeur en tant que tel, et qui se distingue d'autres types de discours. Et donc ça peut se faire de manière assez simple. Je prends un exemple tout à fait concret. Beaucoup d'élèves, justement dans le secondaire inférieur, pourraient naïvement penser que l'atome, ça se trouve sous le microscope, on le voit, c'est une donnée d'observation. Mais non, avant tout, c'est une idée, qui est une très très longue histoire, et donc c'est plutôt un modèle. Donc la distinction entre données empiriques et modèles qui sont des constructions de l'esprit, c'est quelque chose de très important à faire passer, de comprendre que le but de la science, c'est de construire des modèles, de chercher à les améliorer, à les affiner, à les remettre en question régulièrement, en proposer de nouveaux. Et donc, c'est un exemple qui existe dans les programmes, je pense en troisième secondaire, on tend à faire comprendre aux élèves. Donc l'histoire des sciences est un bon moyen pour, disons, susciter une réflexion de type épistémologique. Maintenant, ce qui se fait parfois, c'est juste cibler quelques cas bien particuliers, comme celui que je viens de citer. Maintenant, il n'est pas sûr que les élèves fassent
vraiment le lien à d'autres domaines et une vision plus globale de comment la science a évolué. Pour prendre un exemple concret que tu cites toi-même dans ton livre, il y a dans les cours de sciences, mais je pense plutôt sciences naturelles, l'acronyme OHERIC. Ah oui. Je pense me rappeler de la démarche, mais plus de l'acronyme. Est-ce que tu peux expliquer d'abord ce que c'est ça et pourquoi ce serait risqué, en tout cas, ou passer à côté du cours d'épistémologie, que de se restreindre uniquement à cette méthode-là? Mais en fait, je pense que pendant très longtemps, il y a eu des conceptions qui ont été très largement empiristes, et donc il y a eu plusieurs enquêtes réalisées déjà à partir des années 80 et jusque dans les années 2000 dans différents pays, qui ont montré que beaucoup d'élèves avaient des conceptions tout à fait empiristes de la science, mais quelque part les méthodes d'enseignement, comme justement Oeric, étaient assez fortement empiristes elles-mêmes. Donc elles partaient de l'idée que la connaissance scientifique naît de l'observation, que l'on observe, et puis que l'on émet des hypothèses, et puis que l'on cherche à tester ces hypothèses par l'expérimentation. Donc c'est observation, hypothèse, résultat, interprétation, conclusion. Mais en fait, c'est une vision un peu naïve des choses, parce que il n'y aura d'observation vraiment pertinente que si on cherche quelque chose, que si on a une idée en tête de ce que pourrait être la réalité, et puis que l'on confronte la représentation que l'on en a, le modèle initial, à ce que l'on observe. Et donc, je dirais que depuis, les programmes ont quand même évolué. Maintenant, on ne retrouve plus ça, donc c'est pour ça que l'ouvrage maintenant date un peu. Il y a plus une conception, je dirais, de type plus constructiviste, qui tend à montrer quelles sont les caractéristiques de base de la démarche scientifique, et notamment la montrer comme étant un travail collectif, et montrer qu'en fait, ce qui est premier, ce sont plutôt les représentations que le chercheur, la chercheuse, ou l'individu, n'importe qui d'entre nous, ce sont nos représentations qui, à un moment donné, vont susciter des questions, et donc entrer dans une démarche un peu de problématisation. Ce sont ces questions, ces problèmes, qui vont être le point de départ de la démarche scientifique. Voilà. Ton dernier chapitre s'intitule « Former au vivre ensemble dans la diversité culturelle et des convictions ». Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, très bien. Donc en fait, ce chapitre part d'un constat qui est celui selon lequel nos sociétés doivent faire face à une très grande diversité des convictions. Ça a toujours été, mais ça l'est encore peut-être un peu plus aujourd'hui, en raison du fait qu'il y a deux phénomènes un peu antagonistes. D'une part, il y a un long processus de sécularisation, mais il y a aussi en parallèle une montée ou un retour du religieux qui prend parfois des formes extrêmes, fondamentalistes, à partir notamment fin des années 70-80, il y a eu dans différentes parties du monde. Et donc, on peut se poser la question comment amener à ce qui est une cohabitation la plus harmonieuse possible, et des règles du vivre ensemble acceptées par tout le monde, quelles que soient leurs convictions. Et donc, ça conduit à la fois à des initiatives intéressantes prises dans différents pays, et puis aussi à une réflexion au niveau du Conseil de l'Europe, que j'essaye un peu de résumer dans ce chapitre. Alors, si on prend plutôt les initiatives prises dans différents pays, on voit qu'il y a des pays où il y avait, par exemple, si on prend la France, puisque c'est notre voisin immédiat, on ne traitait pas de religion, il n'y avait pas de cours de religion, voilà, c'était une conception laïque. Et puis, les responsables éducatifs français ont pris conscience de la nécessité d'introduire un enseignement des faits religieux pour donner une culture générale sur ce qu'est le religieux. Si on entre dans un musée et qu'on ne connaît rien en religion, si on ne connaît rien au polythéisme antique, si on ne connaît rien aux personnages de la Bible, si on ne connaît rien, on ne va rien comprendre à ce que l'on voit, quoi. Donc, il y a un aspect culturel qui est nécessaire, et puis aussi l'idée qu'une meilleure connaissance des différentes religions serait de nature à peut-être déconstruire certains stéréotypes, avoir moins de discrimination, et donc à renforcer un peu la compréhension mutuelle, le vivre ensemble, ainsi de suite. Et donc, il y a eu cette volonté-là, ce souci dans différents pays. Alors je prends le cas de la France, qui est un État laïque, mais si je prends
des cas de figure opposés, donc des pays qui ont une religion d'État. Il y a eu à peu près la même évolution aussi. Par exemple, en Norvège, il y avait une religion d'État qui était le luthérianisme. Puis à un moment donné, justement en raison de la sécularisation de la société, beaucoup de personnes se considérant agnostiques et athées, ne se reconnaissant plus dans la religion d'État, et puis en fonction aussi de l'arrivée de nouvelles populations issues de l'immigration, il a fallu trouver des alternatives, et donc à un moment donné, ils ont adopté un peu une solution entre guillemets à la belge, offrir des cours de religion d'un côté et un cours de morale d'autre part, et puis ils se sont rendus compte que ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire parce que ça nuisait au sentiment de construction d'une identité commune, nationale, ainsi de suite. Et donc ils ont décidé de créer un cours commun mais qui réunit à la fois la connaissance du christianisme, la connaissance d'autres religions, les aspects traités en morale, donc les aspects d'ordre éthique. Et donc alors les religions sont à considérer sous un angle de fait culturel. Il ne s'agit plus alors d'un cours confessionnel, il s'agit d'un cours à vocation historique, culturelle. En Belgique, où on a justement le choix entre différentes religions et le cours de morale, dernièrement, ça a été discuté, je pense, au Parlement, de la suppression des cours de religion. Est-ce que c'est une réponse à ce risque-là de segmenter la société? Mais justement, donc si je donne un avis strictement personnel, c'est pas en tant que chercheur, hein, comme Weber le précise, il faut distinguer quand le plan scientifique, le plan politique, et quand on s'exprime comme chercheur ou comme citoyen. Mais donc je dirais, pour moi, à titre personnel, la priorité, c'est de donner un aperçu, un peu une culture générale sur l'ensemble des religions, que tous les élèves sortent en ayant une certaine connaissance de ce qu'est l'hindouisme, le bouddhisme, les religions passées ou présentes, de même que différents courants philosophiques. Or, ça n'existe pas à l'heure actuelle, ça n'est pris en charge par personne. Donc pour moi, le maintien de cours comme ils existent actuellement, qui sont des cours monoconfessionnels, donc on sépare les élèves et quelque part on renforce un peu les assignations identitaires, bon voilà, ça pose quand même des soucis. Maintenant, dire est-ce que je suis opposé? Mais non, on est dans une société démocratique et pluraliste, chacun est libre de suivre des cours de religion à caractère confessionnel. Mais pour moi, le problème, c'est que ce soit dans la grille horaire, dans l'enseignement public. Je veux dire, les écoles sont des lieux de vie. Donc, une fois que l'école est finie à 4 heures, parfois il y a des clubs sportifs, ou le samedi, ou le dimanche, des mouvements de jeunesse, ou des cours de secourisme, ainsi de suite. Donc, ce serait parfaitement légitime qu'il y ait des élèves qui suivent des cours de religion, comme certains ont catéchisme à un certain âge, ainsi de suite. Donc, donc je dirais, nous sommes dans une société démocratique et pluraliste, et c'est tout à fait légitime qu'il y ait des cours de religion à caractère confessionnel. Mais pour moi, le but d'un enseignement public, ce n'est pas de donner des cours de religion à caractère confessionnel, c'est beaucoup plus sous l'angle scientifique, culturel, donc de faits culturels, et avec une approche plus science des religions, et qui soit ouverte à toutes les religions et pas à une seule. J'en viens sur une dernière question qui est un peu centrale dans ce genre de sujet quand on enseigne. On nous dit souvent durant nos formations qu'il faut être neutre en tant que professeur. Ah oui. Et ça semble évidemment ça part d'un bon sentiment. Si ce n'est que la neutralité, si elle existe, ou tendre vers la neutralité, ça reste quelque chose d'assez flou. Et d'ailleurs, pour te permettre de rebondir, j'avais envie de citer la phrase d'une collègue philosophe qui disait, selon elle, que la neutralité, est-ce que ce n'est pas la conformité à la pensée dominante? Ok, mais effectivement, il y a beaucoup de malentendus autour de la notion de neutralité. Tout dépend évidemment comment on la définit, quoi. Alors je borderai peut-être deux aspects. D'abord, le concept de neutralité axiologique de Weber, qui fait souvent l'objet de mécompréhension, et puis plus l'aspect comment dans l'enseignement la neutralité est définie, parce qu'elle a connu une évolution, quoi. La manière dont on la définit aujourd'hui n'est plus du tout la même comme on la définissait au moment du pacte scolaire en 1958. Mais donc si on commence par exemple par la neutralité axiologique de Weber, mais le malentendu, c'est que certaines personnes pensent que Weber a dit que voilà, le savant ne devait pas avoir de valeur, ou s'il en avait, ne devait pas les exprimer. Mais c'est pas du tout ça. Ce que Weber a
à souligner, c'est l'idée que le scientifique devait prendre conscience de son propre rapport aux valeurs et adopter une posture de réflexivité, expliciter son propre rapport aux valeurs et prendre le maximum de précautions pour que son rapport aux valeurs ne biaise pas les résultats de la recherche, et donc expliciter son propre rapport aux valeurs pour lui-même et pour les autres. De même que aussi souligner cette importance des valeurs, ne pas croire, et donc ça je vais un peu à l'encontre d'un courant qui parfois est un peu dominant, qui c'est evidence-based, considérer que toutes les décisions de type politique ou normative devraient être prises simplement sur la base de preuves qui existeraient, de données empiriques qui auraient montré que telle ou telle approche est efficace ou pas. Voilà, pertinente, c'est déjà une autre question, mais en tout cas est efficace par rapport à un objectif donné. Mais en fait, non. Ça ne suffit pas, il ne faut pas occulter toute la thématique sur les choix de valeurs sous-jacents, et donc je dirais une décision politique ou normative ne peut pas simplement se baser sur des données empiriques, elle doit aussi se baser sur une réflexion sur tous les enjeux en termes de choix de valeurs. On l'a connu par exemple avec le Covid, quoi. Et bien sûr il faut prendre en compte les données empiriques, ça va absolument de soi, on aurait pu souligner tous les problèmes de confusion, parfois avec fake news, théorie du complot, ainsi de suite, qui ont eu cours, mais la décision politique, elle repose sur une réflexion sur des choix de valeurs, en plus de la connaissance des données empiriques. Est-ce qu'on privilégie la liberté totale des citoyens, ou est-ce qu'on privilégie plutôt une politique collective de santé publique, de sécurité? Quels sont les équilibres, souvent nuancés, que l'on doit tenir dans des sociétés démocratiques et pluralistes entre ces deux objectifs? Et ça, on ne peut pas l'occulter, quoi. Voilà. Donc voilà, je vais en rester là pour la neutralité axiologique. Il y a encore beaucoup de choses que l'on pourrait dire. Maintenant, par rapport à l'enseignement, peut-être tout d'abord, juste avant d'aborder le contexte belge, si on se situe au niveau du droit international et des droits humains, en fait on a un article dans la Déclaration des droits de l'homme qu'on devrait appeler droits humains, l'article 26, alinéa 2, voilà, qui dit, mais bon, c'est la terminologie officielle, quoi, mais donc l'alinéa 2 qui dit que les enseignants doivent susciter l'amitié entre tous les peuples, les races, les religions, ainsi de suite. Donc il n'est pas du tout question de neutralité, on demande au contraire aux enseignants d'être activement engagés en faveur de toute une série de valeurs qui sont celles que promeut la Déclaration des droits de l'homme. Mais le même article, à l'alinéa suivant, l'alinéa 3, nous dit que l'éducation par priorité doit respecter les convictions, les valeurs des parents, ainsi de suite. Ah, ben alors c'est plus la même chose. Rien ne dit que les convictions des parents vont nécessairement être celles qui sont promues par la Déclaration des droits de l'homme, ainsi de suite. Il peut éventuellement y avoir un conflit entre les deux. Donc, on peut en déduire que à la fois l'enseignant, pour certains aspects, doit être engagé pour les valeurs de l'alinéa 2, mais en même temps s'abstenir de tout prosélytisme en raison du fait qu'il doit respecter la liberté de conscience et les choix de valeurs des parents, et donc ça le met dans des situations un peu embarrassantes. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme, sur lequel se base aussi la Cour constitutionnelle de Belgique en 2015, dit que finalement l'enseignement public doit assurer un enseignement qu'elle qualifie d'objectif, critique et pluraliste. Donc ça, c'est la manière dont aujourd'hui, disons dans la version la plus récente de l'évolution de la législation, on définit la neutralité. Mais c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce que c'est pas du tout l'étymologie du mot, hein, neutre, neuter, c'est ni l'un ni l'autre, et que pendant longtemps, avec le pacte scolaire de 1958, on considérait que les cours de religion et le cours de morale n'étaient pas du tout soumis à l'obligation de neutralité, mais que par contre dans les autres cours il y avait une neutralité qui était attendue, et donc il était bien dit que l'enseignant ne pouvait pas prendre parti dans les débats qui divisent l'opinion publique, ni froisser les sensibilités, ainsi de suite, donc ce qui pouvait conduire parfois à des situations d'autocensure, quoi. Il ne faut pas s'en cacher. Donc à partir de 1994 et puis 2003, les décrets sur la neutralité qui sont maintenant repris dans le code de l'enseignement, il y a eu une évolution importante
suivante. On dit que d'une part, la neutralité doit être articulée aux droits de l'homme, donc les valeurs des droits de l'homme doivent être promues. Je veux dire, par exemple, si un élève fait preuve de racisme ou de sexisme ou d'homophobie, l'enseignant ne peut pas dire « Ah non, moi je n'interviens pas dans des débats qui divisent l'opinion publique, je suis là ». Mais non, pas du tout. Il doit prendre part activement et promouvoir les droits de l'homme. C'est ce que lui demande la législation actuelle. Alors, aussi, pour éviter les risques d'autocensure, il est bien dit que l'enseignant ne s'interdit aucun champ du savoir. Et c'est important de le souligner parce qu'il y a 2 enquêtes récentes, une par le Centre d'Action Laïque qui montrait qu'il y avait 40% d'enseignants qui avaient parfois été amenés à s'autocensurer, et puis une autre faite par le service de l'inspection lui-même qui aboutissait à des chiffres tout à fait différents, c'était de l'ordre de 6%, mais même en prenant l'estimation la plus basse, 6%, c'est encore de trop. C'est pas normal que 6% d'enseignants s'autocensurent lorsqu'il est question de savoir. Bon, bien sûr, ça suppose qu'ils fassent bien la différence entre savoir, croyance et opinion, mais si on parle bien de savoir, normalement, il ne devrait y avoir aucune forme de censure possible. Et alors, un autre changement important, c'est que la petite phrase qui disait l'enseignant ne peut pas prendre parti dans des débats qui divisent l'opinion publique a été remplacée par l'enseignant ne peut pas tenir des propos partisans, ce qui est très différent. Ça veut dire des propos qui seraient délibérément orientés dans un sens ou l'autre. Donc, on est passé d'une neutralité que l'on qualifie dans un premier temps de passive abstentionniste à une neutralité que l'on qualifie maintenant de beaucoup plus de positive et d'active pour les raisons que je viens de dire, et donc que l'on peut résumer par la formule, un enseignement qui tend à être objectif, critique et pluraliste. Alors, maintenant, l'étape suivante, c'est de dire, quid des cours qui jusque-là dérogeaient à l'obligation de neutralité, donc religion et morale. Donc, est-ce qu'on les maintient ou pas, ou bien est-ce que, on a un cours de philo-citoyenneté qui pourrait éventuellement s'élargir et prendre en considération aussi l'enseignement des faits religieux et qui serait plus basé sur un esprit de neutralité, mais non pas un esprit de neutralité comme dans la formule que tu cites, ou bien où on ne traite pas de valeurs, non, mais un enseignement qui se veut objectif, critique et pluraliste, quoi. Bien sûr, il faudra encore définir précisément ce que l'on entend par chacun de ces 3 mots, mais c'est un peu l'esprit général de la neutralité aujourd'hui, quoi. Eh bien, cette question sur la neutralité conclut notre interview, et je voulais te remercier, je suis très content que tu sois avec un grand plaisir, et merci à toi aussi pour ton invitation.